Acte 4, partie 1, section 3, de l'intuition. 1. L'effectivité de l'être est toujours sensible. Par effectivité, nous voulons entendre le fait d'être. Ainsi donc, l'existence, du simple fait d'être, n'est jamais inerte, mais toujours dans une activité constante. Ainsi donc, tout ce qui existe se constitue nécessairement au travers de cette effectivité. Il n'y a rien dans cette effectivité qui puisse être indépendante du sensible. Autrement dit, un objet de l'existence ne se constitue pas dans une réalité métaphysique, où résiderait son être pur, où se trouverait son être même, qui pourrait être compris indépendamment des autres à la mesure d'un schéma papier. Un objet se constitue toujours à partir de l'existence, selon ce que cette existence lui donne, et à partir du mouvement dans lequel il est pris. C'est pourquoi un objet est toujours le produit sensible de l'effectivité de l'existence. C'est pourquoi nous disons que l'effectivité de l'existence est toujours sensible. Voir partie 2, section 1, du monde. Dit encore autrement, tout ce qui existe est nécessairement le produit de l'effectivité de l'existence, c'est-à-dire toujours un produit sensible. Voir partie 2, section 6, des affections. Dit encore autrement, tout ce qui existe est nécessairement le produit de l'existence. C'est pourquoi nous disons que tout ce qui existe est nécessairement un produit sensible, c'est-à-dire de l'effectivité de l'être. 2. Il n'existe rien d'absolument a priori. Comme tout ce qui existe est déduit de l'existence, il n'y a rien d'existant qui soit antérieur ou extérieur à l'existence. C'est pourquoi nous disons qu'il n'existe rien d'absolument a priori, en ceci que le commun entend par ce mot quelque chose d'antérieur à l'expérience sensible. Mais comme le rapport à l'existence est nécessairement sensible du fait que tout ce qui existe est effectif, il s'ensuit qu'il n'y a rien qui puisse être absolument coupé de l'expérience sensible. Autrement dit, il n'existe pas de chose absolument pure, si l'on entend par là quelque chose dont l'être même se réduirait en soi, indépendamment du rapport au reste, ou qui ne serait pas le produit de l'existence. 3. Il n'existe pas d'idée absolument a priori. En tant que tout ce qui existe est nécessairement le produit de l'effectivité, et qu'il n'existe rien d'absolument a priori, toutes les idées d'un sujet sont nécessairement le produit d'une expérience sensible. En ceci précisément qu'il ne peut rien exister en dehors de l'existence. Il suit de cela qu'il est vain de chercher en l'esprit des choses qui ne se rapportent pas à la sensation, car tout ce qui existe est nécessairement le produit de la sensibilité. En conséquence de quoi, il n'est rien d'absolument a priori, au sens où l'entend le commun. Même ce qui, dans l'esprit, détermine les représentations, est également le produit d'un rapport à l'existence, et n'est donc pas un produit pur. 4. Il n'y a pas de connaissance absolument a priori. En tant que l'effectivité de l'être est toujours sensible, et qu'il n'existe rien d'absolument a priori, il ne peut y avoir de connaissance qui ne soit déduite de cette effectivité, c'est-à-dire qui ne soit, à quelque forme que ce soit, produite à partir de quelque chose de sensible. Toute connaissance est donc nécessairement produite du sensible au sein de l'existence. Autrement dit, en tant que tout ce qui existe est effectif, tout ce qui existe est nécessairement sensible. Et comme rien de ce qui est en dehors de l'existence peut être dit existant, il n'y a rien d'existant en dehors du sensible. Il suit de cela qu'un objet, pour être perçu par un sujet, doit nécessairement passer par la sensibilité de ce sujet. Autrement dit, un objet ne peut être connu que si un sujet en fait l'expérience sensible, à quelque degré que ce soit. Citation. En un mot, l'induction a dû être la forme de raisonnement primitive et générale, et les idées que les philosophes et les savants prennent constamment pour des idées a priori ne sont au fond que des idées a posteriori. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, chapitre 2, 5. 5. Sitôt qu'un sujet est affecté d'une chose, il s'ensuit une idée de cette chose dans le sujet. En tant que l'effectivité de l'être est toujours sensible, et que toute idée est nécessairement le produit d'une sensibilité, sitôt que le sujet a un rapport sensible à quelque chose, il s'ensuit nécessairement en lui la présence de l'idée de cette chose. Voir partie 2, section 5 du sujet. Plus précisément, la présence d'une idée chez un sujet est le produit d'une détermination sensible. L'expérience de l'existence laisse au sujet des impressions sur ses sens qui produisent des idées en lui. Ces idées sont donc le produit de ces impressions sensibles. Autrement dit, un sujet ne peut pas subir un affect sans avoir nécessairement une idée de cet affect. Par conséquent, il ne peut donc pas n'y avoir aucun lien entre l'affect et l'idée de cet affect. De cela, il suit que la sensibilité a une valeur épistémique, c'est-à-dire qu'elle a une utilité dans l'accession à la connaissance, et qu'elle en est même une des conditions nécessaires. Ainsi donc, aucune chose ne peut être connue si cette connaissance se définit comme indépendante de la sensibilité.
Il suit de cela que le corps n'oublie rien. L'expérience de l'existence laisse au sujet des impressions sensibles qui lui confèrent des idées confuses de ce dont il fait l'expérience. Il suit nécessairement de cela que le sujet porte en lui les idées de ses impressions et que ses expériences de l'existence lui laissent toujours la trace de leur impression. Aussi, même si le sujet l'ignore, l'expérience qu'il fait de l'existence lui laisse toujours des traces qui deviennent constitutives de ce qu'il est et le déterminent. Ainsi, ce dont le corps fait l'expérience, à quelque degré que ce soit, l'affecte toujours et laisse en lui une trace de cet affect. Ces idées vagues laissées par les impressions sensibles est ce que communément nous appelons inconscient. Et comme la pratique du sujet est déterminée par ces idées, même si ces idées sont inconscientes, elles ont pourtant bien une influence sur l'action du sujet. Pour illustrer cette idée, que le spectateur nous autorise une petite anecdote. Un enfant avait subi des violences dans le ventre de sa mère. De cela, il en a résulté chez lui des troubles psychiatriques et des handicaps mentaux. Cette violence, il en ignorait tout. Mais à chaque fois qu'il voyait une femme enceinte, il en éprouvait une révulsion systématique et instinctive. Chose étonnante, il savait parfois même que la femme était enceinte avant qu'elle le sache elle-même, ni qu'aucun signe physique à nos yeux ne trahisse cette réalité. Il était capable de dire à une femme si oui ou non elle était enceinte rien qu'en la regardant avant même que cela soit visible. Chose tout aussi étonnante, il ne savait pas réellement qu'elle était enceinte. Il éprouvait simplement envers elle une profonde aversion. Et c'est par cette aversion que les autres savaient qu'elle était enceinte. À noter qu'il n'était pas méchant, son aversion était comme un réflexe, comme une révulsion spontanée. Il dira à l'une de ses femmes « Je ne sais pas pourquoi, mais je te déteste », alors qu'il l'aimait avant. Il la détestait précisément parce qu'elle était enceinte, et que cela renvoyait à son inconscient la nature de son traumatisme. Cela, il n'en avait pas conscience, mais son corps, lui, le savait pour cette raison qu'il portait en lui des idées laissées par des impressions en rapport avec cette réalité qu'il pouvait sentir. Nous avons remarqué qu'un enfant ayant des troubles semblables au cas précédent, parfois même très légers, va systématiquement se rapprocher d'autres enfants ayant des troubles semblables et, même au sein d'un environnement composé d'une multitude d'enfants. Et même si, dans cet ensemble, ils n'en sont que 2 à avoir des troubles, parfois si légers qu'ils en deviennent invisibles à l'œil profane, s'ils se voient, ils se rapprocheront l'un de l'autre irrésistiblement, parfois même uniquement pour se faire du mal. À ce point même que l'on pourrait en mettre 2 dans une pièce même immense, noyés dans la multitude, que l'on pourrait être certain qu'ils finiront toujours par se trouver, comme s'ils pouvaient se sentir. Toutes nos observations futures sur d'autres cas affirmaient cette théorie, ou du moins, rien ne l'affirmait, et cela suffisait à l'affirmer. Ainsi donc, le corps porte en lui les idées de ses affections, et même quand celles-ci sont inconscientes, elles participent à la détermination du sujet. Il n'y a rien dont le sujet puisse faire l'expérience qui ne laisse en lui une certaine idée de ce dont il fait l'expérience. Voir partie 2, section 6, des affections. 6. Il n'y a pas de connaissance sans corps. Il n'y a pas de connaissance désolidarisée du corps, car c'est par ce corps qu'est accessible l'expérience de l'existence, ce sans quoi aucune idée ne peut avoir de sens. Pour l'heure, par corps, nous voulons simplement entendre quelque chose qui s'incarne au travers de l'existence. C'est d'ailleurs là le sens du mot incarné, incarné, c'est-à-dire dans la chair, ou plutôt littéralement, ce qui se fait à l'intérieur de la chair, et donc à sa manière, à partir d'elle et au travers d'elle. Un corps est donc quelque chose qui s'incarne au travers de l'existence, dont les frontières sont délimitées par l'idée au même titre qu'un objet, et où l'esprit d'un sujet semble avoir établi son siège. Au sens strict, un corps est simplement quelque chose d'incarné au travers de l'existence. Pour le sujet, son corps est les limites de sa sensibilité et par lesquelles lui parviennent les impressions de ses sens. Voir partie 3, section 2, du soi. En somme, un sujet ne peut avoir les idées de l'existence que par l'expérience de celle-ci, qui laisse à son corps des impressions sur sa réalité. En clair, les phénomènes qui se présentent au sens d'un sujet véhiculent des intuitions à celui-ci, qui le conditionnent et participent à la structure de ce qu'il est, et à la nature de ce qu'il pense. Dit autrement, il ne peut y avoir de connaissance de l'existence indépendamment d'un rapport à cette existence par l'intermédiaire d'un corps, c'est-à-dire de quelque chose d'incarné dans cette existence qui permet d'en recevoir les idées. Il n'est pas vrai de croire connaître une chose par pur intellect, indépendamment d'un rapport sensible quelconque à ce qu'on l'on cherche à connaître, comme si la chose existait indépendamment de l'existence, dans une réalité alternative à laquelle on pouvait se connecter directement par un obscur procédé mental. Par cela, nous ne voulons pas dire qu'un sujet ne peut pas connaître ce dont il ne fait pas l'expérience.
Nous voulons dire qu'une connaissance des choses qui s'élaborerait en dehors de tout rapport à la sensibilité, c'est-à-dire à l'expérience de l'existence, ne pourrait être qu'un délire mystique. Il suit de cela qu'une connaissance n'a de valeur que si elle est déduite de l'expérience sensible. En tant que le corps est l'intermédiaire par lequel un sujet expérimente l'existence afin d'en avoir certaines idées, il est clair qu'une idée qui ne serait pas déduite de cette expérience serait, d'une part impossible, d'autre part dénuée de valeur. Citation. Il ne faut donc pas s'étonner de l'aveuglement des hommes qui vivaient dans les siècles passés, pendant lesquels l'idolâtrie régnait dans le monde, ou de ceux qui vivent maintenant, et qui ne sont point encore éclairés par la lumière de l'Évangile. Il fallait que la sagesse éternelle se rendît enfin sensible pour instruire des hommes qui n'interrogent que leur sens. Il y avait 4000 ans que la vérité parlait à leur esprit, mais ne rentrant point dans eux-mêmes, ils ne l'entendaient pas. Il fallait qu'elle parlât à leurs oreilles. La lumière qui éclaire tous les hommes luisait dans leurs ténèbres sans les dissiper. Ils ne pouvaient même la regarder. Il fallait que la lumière intelligible se voilât et se rendît visible. Il fallait que le Verbe se fît chair et que la sagesse cachée et inaccessible aux hommes charnels les instruisit d'une manière charnelle. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 4, chapitre 2, 3. Remarque. Par ce qui précède, nous ne voulons pas dire qu'un sujet ne peut connaître quelque chose dont il n'a pas fait l'expérience strictement parlant, car, autrement, un historien ne pourrait jamais rien savoir. Il s'agit de dire que, ultimement, un sujet ne peut connaître quelque chose que s'il en fait l'expérience d'une manière ou d'une autre. Pour reprendre l'exemple de l'historien, certes, il n'a pas fait l'expérience de la période dont il parle, mais il a fait l'expérience de témoignages et de documents propres à cette période, et c'est cela qui lui en donne la connaissance. De la même manière, Victor Hugo parle brillamment de l'expérience d'un condamné à mort, ce qu'il n'a pas pu connaître lorsqu'il l'écrivit, pour des raisons évidentes. Devons-nous en conclure que ce roman est nécessairement mauvais et fallacieux? Devons-nous dire que, pour que cela fût pertinent, il dut faire lui-même l'expérience de la mise à mort? Assurément non, mais cela veut dire que Victor Hugo a nécessairement expérimenté dans sa chair quelque chose ayant rapport avec la mise à mort et qui lui donna la pertinence pour en parler. On ne parle jamais que de ce que l'on connaît, tout simplement car on ne peut pas parler de ce que l'on ne connaît pas. Toute connaissance est nécessairement le produit d'un rapport sensible à la chose que l'on connaît, d'une manière ou d'une autre. C'est la grande force des penseurs comme Spinoza, Machiavel, Rousseau, Pascal, Camus ou Orwell. C'est que, peu importe la vérité de ce qu'ils proposent, ils ont vécu ce qu'ils disent. Leurs écrits ne sont pas ceux d'un obscur chercheur qui cherche à obtenir nous ne savons quelle distinction académique et sociale par une énième thèse qui n'intéressera qu'une poignée de sectateurs. Mais ce sont des écrits qu'ils ont vécus dans leur chair, au plus profond d'eux, et qu'ils ont écrits avec leur sang. Tout ce qu'ils ont écrit a été expérimenté dans leur vie, et si cela n'est pas une garantie de vérité, cela est, du moins, une garantie de grande qualité dans la recherche de la vérité. En un sens, il faut avoir la vie de ces idées. C'est cette pratique, ce rapport de l'idée à l'expérience que nous nommons praxis. En cela, nous disons que la praxis est une condition de la valeur épistémique d'une idée. C'est-à-dire que l'idée, pour qu'elle ait une quelconque pertinence épistémique, doit se rapporter à l'expérience du réel. Car comment voulez-vous connaître le réel sans en faire l'expérience? Comment connaître la valeur d'une idée sans avoir fait l'expérience de la résistance du réel? C'est la praxis qui distingue la méditation du délire, et toute idée qui ne se rapporte pas à l'expérience du réel ne peut qu'être un délire. Nous voudrions ici être bien clairs, et nous appelons le spectateur à toute sa parcimonie dans l'usage de ce que nous allons dire. Que tous ces hommes aient tort ou raison, cela importe peu au final. Car comme leurs idées se rapportent au réel, qu'ils en ont fait l'expérience parfois avec douleur, leurs idées disent toujours quelque chose du réel. Nous ne disons pas que parce qu'ils ont vécu une condition singulière, ce qu'ils disent est nécessairement vrai. Nous disons que, qu'ils aient tort ou raison, toutes leurs idées disent quelque chose du réel, et qu'il faut savoir analyser sous quel rapport leurs idées se rapportent au réel. Voir partie 1, section 7, de l'erreur. 7. Une intuition est une idée qui n'est pas exprimée par un concept. En tant que la pensée est l'effectivité de l'esprit, le sujet pense en permanence aux idées que lui laisse l'existence par le biais de ses impressions. Mais ces idées, il n'en a pas toujours conscience. Il pense, mais ne sait pas toujours à quoi, et a beaucoup de peine à en exprimer l'idée. C'est-à-dire que ces idées ne sont pas parfaitement exprimées au travers de concepts clairs et définis. Cette idée vague qui n'est pas exprimée par un concept et qui est produite par une impression des sens, c'est cela que nous nommons intuition. Autrement dit, une intuition est une idée dénuée d'un concept que le corps reçoit par impression sensible. En outre,
Les intuitions d'un sujet lui confèrent des idées inconscientes. Le sujet ne sait pas exactement ce qui lui cause ces idées, et ne sait pas même ce qu'il pense. C'est pourquoi le sujet est comme étranger à lui-même, tant dans ce qui le constitue que dans ce qui se produit en lui. Il se découvre lui-même au fur et à mesure. Voir partie 2, section 5, du sujet. 8. Le sujet a des intuitions contradictoires. D'un même phénomène, il est possible de formuler une grande multitude d'idées, parfois même contradictoires entre elles. C'est ce que nous nommons des intuitions contradictoires. Cela veut dire que le sujet va recevoir des impressions qui lui feront admettre une chose et sa contradiction. Mais comme l'immédiateté de la sensation lui donne l'impression de l'évidence de ce qu'il dit, il ne remarque pas que ce qu'il dit est contradictoire. L'esprit doit, dès lors, apprendre à rationaliser ses intuitions afin d'en former des concepts clairs, cohérents et distincts. 9. Un concept est conscient. Une idée exprimée par un concept est dite consciente, en ceci précisément qu'elle parvient à être exprimée. Une idée qui ne serait pas exprimée par un concept resterait une sensation vague de quelque chose d'indéterminé. Le sujet pourrait la sentir, mais il ne parviendrait pas à l'exprimer. Il suit de cela que nous nommons concept cette idée exprimée de manière claire et définie au travers de catégories. Il suit de cela qu'une intuition, pour être consciente, doit nécessairement être rapportée à un concept. En tant qu'une idée consciente est une intuition rationalisée au travers d'un concept, et que la connaissance est toujours abstraite, l'expérience est insuffisante à elle seule à savoir quelque chose. Elle peut être un bon indicateur, mais ne se suffit pas à elle-même. Les génies qui excellent dans leur domaine ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils font. L'expérience sensible ne peut être utile à la connaissance que si elle se rapporte à un concept. Autrement dit, être affecté par un objet ne suffit pas à connaître ni l'affect, ni l'objet. C'est pourquoi toutes les données sensibles d'un sujet doivent toujours se rapporter à des concepts afin d'être comprises. 10. Un concept est toujours le produit d'une rationalisation d'intuition. Si une intuition donne une idée, si elle indique une réalité, ce qu'elle indique, elle ne l'indique pas clairement. La raison doit donc rationaliser les intuitions du corps pour s'en faire des idées claires. Cette rationalisation se fait par l'entendement au travers de concepts. En clair, l'entendement est la faculté de l'esprit à exprimer les données sensibles sous forme de concepts afin de les rendre conscients. Un concept est donc ce qui est le produit d'un entendement en tant qu'il a rationalisé une intuition sensible. Autrement dit, pour connaître, l'esprit n'a que deux façons, l'intuition et le concept, c'est-à-dire la sensibilité et l'entendement. C'est pourquoi la connaissance ne peut se faire sans ces deux choses. Il ne peut y avoir de connaissance avec des concepts dénués d'intuition, ni de connaissance avec des intuitions dénuées de concepts. En un mot, la sensibilité donne des intuitions et l'entendement rationalise ces intuitions au travers de concepts. Citation. Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné, et sans l'entendement, nul ne serait pensé. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles. Par conséquent, il est tout aussi nécessaire de rendre sensibles les concepts, c'est-à-dire de leur adjoindre l'objet dans l'intuition, que de rendre intelligibles ces intuitions, c'est-à-dire de les subsumer sous des concepts. Kant, Critique de la raison pure, Introduction, idée d'une logique transcendantale. 11. L'intuition est inconsciente. Comme une idée exprimée au travers d'un concept est ce que nous nommons conscience, il s'ensuit nécessairement qu'une idée qui n'est pas exprimée par un concept est ce que nous nommons inconscience. Autrement dit, l'intuition est nécessairement inconsciente. Autrement dit, une intuition est une impression sensible qui donne au sujet une idée vague, non exprimée au travers d'un concept, et qui, par conséquent, est présent dans l'esprit sans que celui-ci le sache, mais dont le corps éprouve tout de même la sensation vague. Dit encore autrement, si le sujet n'a pas parfaitement conscience de ses intuitions, il peut pourtant en sentir la présence. Et si le sujet n'a pas l'idée adéquate de ce dont il fait l'expérience, il en ressent néanmoins vaguement les effets. Il suit de cela que l'idée de cette impression est bien présente dans le corps. Celui-ci le sait et envoie à l'esprit des suggestions vagues, dénuées de concept, qui le déterminent tout naturellement vers une certaine direction ou à avoir une certaine attitude. Voir partie 2, section 6, des affections. En clair, le corps d'un sujet ressent l'existence dans laquelle il est plongé. Il a une conscience généralisée du corps qui perçoit et traite les idées laissées par les impressions de ses sens et que le sujet cherche à exprimer clairement au travers de concepts. Il suit également de cela que corps et esprit sont liés de manière si intime qu'aucun événement de l'un ne peut ne pas avoir d'incidence sur l'autre, que tout ce qui advient au corps a un effet sur l'esprit et que tout ce qui advient à l'esprit a un effet sur le corps. Ou du moins, que chaque phénomène de l'un a une incidence nécessaire sur l'autre, d'une manière ou d'une autre.
Remarque, l'intuition est une idée qui apparaît teintée de spiritisme, et il est difficile de l'évoquer sans passer pour un mystique. Pourtant, elle est une condition nécessaire de la connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans intuition, mais son usage s'est oublié, faute d'un trop grand confort. Le sujet civilisé a moins besoin de faire usage de son intuition que l'animal, car il a plus l'habitude d'user de sa raison pour traiter les informations qui se présentent à lui. De plus, le luxe de la civilisation a émoussé ce sens de l'intuition. Et pourtant, ce sens de l'intuition est absolument indispensable, non seulement à l'exercice de la raison, mais également à la pratique de la vie. Un individu qui en serait dénué ne pourrait être qu'un simplet. Cette intuition n'est en rien irrationnelle. Par exemple, l'intuition du danger est non démontrée à proprement parler, mais elle est pourtant bien rationnelle car elle dissuade précisément de se confronter à un danger. Mais cette intuition n'est en rien à elle seule preuve du danger. Cette intuition est cette sensation aiguë de l'environnement qui y perçoit les informations sans pour autant les conceptualiser clairement. C'est ce que nous pourrions appeler une intelligence instinctive, c'est-à-dire une intelligence qui comprend sans pour autant savoir comment elle comprend. En clair, le sujet sait quelque chose, mais ne sait pas lui-même ce qu'il sait. Pourtant, il utilise ce savoir comme s'il pouvait l'expliquer. Mais si on lui en demandait une explication, il ne saurait quoi en dire. Tout ce qu'il pourrait dire est qu'il sent la chose ainsi. Par exemple, un dramaturge écrit une scène drôle. Il sait que cela fera rire, et cela fait rire en effet. Pourtant, il n'a aucune idée de ce qu'est le rire en lui-même, ni de ce qui se produit dans le cœur de ses spectateurs. Comment est-il donc si sûr du comique de sa scène ? Et l'autre dramaturge qui cherche désespérément à faire rire ses spectateurs, qui est persuadé de ses blagues, ne comprend pas pourquoi la salle reste aussi silencieuse. Quelle différence y a-t-il entre eux ? C'est simple. L'un a du talent et l'autre non. Ce talent s'exprime par ce don naturel qui donne à l'un une intelligence instinctive de ce qu'il fait. Et de même qu'il y a des individus qui naissent faibles et d'autres forts, de même, il en est qui naissent intelligents et d'autres idiots. Il en est de même pour tous les domaines de la vie. Cela s'explique par une perception aiguë de l'existence, une acuité d'esprit, une vision claire et tranchée qui permet au sujet de discerner quelque chose de précis, sans pour autant parvenir à l'exprimer. Il a saisi une logique et un certain usage de la chose, et sait comment en faire usage de manière excellente. Mais il n'a pas encore accédé à la connaissance adéquate de ce dont il fait si bien l'usage. En somme, il navigue à vue sur ce talent extraordinaire que lui a donné la nature. C'est ainsi que les sujets, tout en étant certains de ce qu'ils font des choses qu'ils ne parviennent pas à expliquer, mais dont ils ressentent pourtant l'intuition forte, comme si c'était la plus forte des évidences. Cette perception aiguisée, cette intelligence instinctive, se trouve dans un don naturel qui leur permet de comprendre aisément des choses sans devoir les exprimer par des concepts. C'est cela qui détermine ce que le commun appelle génie, et c'est bien cela qui manque à celui qui en est dépourvu. C'est aussi pour cela que les grands hommes ne se perdent jamais dans la lecture de manuels complexes. Ceux-ci ajoutent à leur savoir, mais ne s'y réduisent pas. Ils n'ont pas une connaissance mécanique des choses, mais bien un rapport instinctif. Ils viennent, ils voient, ils comprennent, ils font, ils réussissent. Tandis que ceux qui en sont dépourvus se perdent dans des manuels inutiles et ne font ni ne comprennent jamais rien. C'est pourquoi ces derniers ne peuvent comprendre les premiers qui, au quart de leur vie, en savent déjà plus qu'eux-mêmes après toute la leur. Cette intelligence instinctive est là un don précieux de la nature que nous avouons envier et que le sujet qui en est pourvu se doit de développer pour le bien de tous. C'est cette intelligence instinctive que l'on retrouve chez les animaux. Il s'agit du premier moyen de savoir auquel tout sujet est assigné et qui est l'une des conditions pour connaître. Nous avions vu un cas où des singes cherchaient à boire à l'eau d'une rivière. Celle-ci étant très sale, ils déployèrent un stratagème ingénieux. Les singes creusèrent tout près de la rivière un trou profond où vint se filtrer l'eau qui, par conséquent, était propre. C'est cette intelligence instinctive qui permet de déployer ce genre d'ingéniosité surprenante à laquelle les plus grands intellectuels académiques n'auraient pas pensé. C'est par ce rapport intime, sensible et direct que ces animaux entretiennent avec l'existence qui leur permet d'aiguiser ainsi cette intelligence. Car leur survie en dépendent exclusivement. Ils ont moins la possibilité de passer par l'intermédiaire de la raison abstraite. Ils comprennent donc moins les choses, mais les sentent plus précisément. Ce qui fait qu'ils les comprennent parfois mieux que des humains, bien qu'ils ne puissent pas les exprimer. D'ailleurs, cela est vrai à un point tel que l'humain apprend souvent comment se comporter correctement dans la nature en observant le comportement des animaux. Le sujet civilisé, lui, a le luxe de reposer sa survie sur bien d'autres choses et a moins la nécessité d'avoir recours à une telle intelligence. Il n'a plus besoin de ce rapport intime et sensible avec l'existence. Il la comprend plus qu'il ne la sent.
Il passe par une vision plus abstraite du monde pour la comprendre dans sa généralité. Et en même temps, ce rapport plus abstrait lui fait perdre une certaine acuité d'esprit. Il s'égare facilement dans d'obscures théories et passe à côté de ce que d'autres animaux sentent aisément. C'est ce sens de l'intuition que l'on trouve toujours chez les travailleurs d'extérieur. Ceux-ci, par leur activité, se retrouvent souvent et longtemps à l'extérieur et sont devenus beaucoup plus sensibles aux changements dans l'environnement et aux diverses influences sur leurs sens. Ils savent par exemple qu'il va pleuvoir alors qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et le mal dans leur articulation leur indique une plus grande humidité. Ils ne pressentent pas tout cela, cela n'aurait pas de sens. Mais leur sens fort de l'intuition leur indique vaguement que quelque chose est en train de se produire, car ils peuvent sentir les éléments qui caractérisent ce quelque chose. Ils diront alors « il va pleuvoir », et si on leur demande « mais comment le savez-vous ?» ils répondent toujours « je le sens ». C'est tout. C'est ainsi, par exemple, que l'on a vu des animaux sentir l'arrivée d'un raz-de-marée 2 jours à l'avance quand les appareils technologiques n'indiquaient rien. Cela est impressionnant, il est vrai, mais cette extraordinaire capacité ne se réduit pas à la connaissance. Et c'est bien la preuve de la période archaïque dans laquelle est plongée la connaissance de reconnaître comme divin une telle intelligence. Même les génies, ayant les plus grandes idées, ne savent pas eux-mêmes comment ils les ont. C'est cette capacité à sentir ce que les autres ne peuvent comprendre qui les font passer pour des génies auprès des autres. Ainsi, quand un artiste, un militaire, un scientifique, un athlète trouve la gloire par ses œuvres et que lui-même ne sait pas comment il y est parvenu, on le voit bientôt remercier le ciel comme s'il en était en tout point étranger. C'est parce que l'esprit a tant de peine à connaître quoi que ce soit qu'il considère comme divin ou comme génie celui qui y parvient un peu. Pourtant, si son savoir était solide, il pourrait en faire de même. 12. Un sujet ayant beaucoup d'intuition mais aucun concept sera toujours plus intelligent qu'un sujet ayant beaucoup de concepts mais aucune intuition. Un sujet ayant une forte intuition, c'est-à-dire une compréhension instinctive des choses, bien qu'il ne puisse pas l'exprimer clairement, sera toujours supérieur en intelligence à un sujet qui, même très savant, en serait dépourvu. L'intelligence ne réside donc pas dans l'apprentissage par cœur de formes vides de contenu, mais dans cette acuité d'esprit qui permet de sentir les choses afin de les comprendre. Nous pourrions présenter ces 2 sortes de personnes en reprenant cette formule de Clémenceau. Le premier ne sait rien, mais comprend tout. Le second sait tout, mais ne comprend rien. Citation. Si développée que soit la raison, l'intuition lui est parfois fort supérieure. Elle est la base nécessaire du génie. Le bon, aphorisme du temps présent, le caractère et la personnalité. 13. Une connaissance dénuée d'effets pratiques est fausse. Savoir, c'est pouvoir. Une connaissance qui ne peut rien démontre donc toujours sa fausseté. Voir partie 2, section 7 de la liberté. Autrement dit, une connaissance qui ne peut se trouver de réalisation pratique démontre toujours par là même la réalité de sa fausseté. Chaque connaissance doit se prouver en donnant des témoignages de ce qu'elle permet de faire. Autrement, elle doit être rejetée. C'est pourquoi une pensée générale, si elle veut avoir quelque utilité, doit toujours avoir une application concrète au sein d'une entreprise, d'un projet, d'une éthique ou d'autre chose. Sinon, elle est fausse et inutile. Elle restera et se perdra dans le domaine de la poésie pure qui, entièrement inutile sinon à flatter l'imagination, ne sera aimée que des pédants et de ceux qui se flattent de leur vaine intelligence. Il suit de cela que tout enseignement, au cours de son apprentissage, doit toujours être rapporté à son application concrète, à son utilité pratique, à ce à quoi il sert. Il s'ensuit également que si un sujet veut enseigner un domaine particulier à autrui, il doit commencer par lui inspirer l'utilité de ce domaine. Autrement, autrui n'en verra pas l'utilité. Autrement dit, pour une connaissance, impuissance est toujours synonyme d'inutilité et de fausseté. Dit encore autrement, en tant que savoir, c'est pouvoir, un savant impuissant est une contradiction. Si un savant est impuissant, c'est que celui-ci n'a pas véritablement le savoir, car s'il savait, il pourrait. Il suit également de cela que théorie et pratique ne sont pas à opposer dos à dos, mais se doivent de travailler de concert afin d'être véritablement effectives. Citation. Il serait impossible de séparer ces 2 choses, la tête et la main. Une main habile sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle. La tête sans la main qui réalise reste impuissante. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Introduction. 14. Toutes les idées d'un sujet sont produites de l'existence. En tant que rien n'est extérieur à l'existence et qu'un concept se construit à partir d'intuitions, il s'ensuit qu'aucun concept ne peut se créer si le corps n'a d'abord reçu des intuitions par l'impression de ses sens. Autrement dit, il n'y a d'idée dans un sujet que par son intuition. Dit encore autrement, en tant qu'un sujet n'a d'idée que par son intuition,
il ne possède aucune idée qui ne vienne de l'existence et de son rapport avec elle. Autrement dit, une idée est une intuition de l'existence chez un sujet. 15. Une intuition est un préjugé. En tant qu'une idée sans concept est une intuition, elle est ce que le commun entend par préjugé, c'est-à-dire une idée vague qui peine à être exprimée et qui n'est pas nécessairement vraie. Qu'est-ce qu'un préjugé, sinon une intuition? C'est-à-dire une idée vague et confuse, encore inadéquate, laissée par une impression d'essence et que le sujet associe à un objet faute d'en avoir la connaissance adéquate. Il suit de cela que l'esprit n'est pas simplement une page vierge sur laquelle le sujet serait libre d'écrire n'importe quoi, d'une part à cause de sa condition naturelle, d'autre part à cause des impressions que le sensible lui envoie et dont les idées flottent toujours en lui d'une manière qu'il peine à comprendre. Le sujet doit donc toujours penser au travers de ce que lui permettent les conditions de son esprit. Voir partie 2, section 2, du déterminisme. 16. Pour un sujet, il n'y a pas d'existence sensible dénuée de jugement. En tant que l'expérience du sensible laisse au sujet des impressions qui véhiculent des intuitions et que ces intuitions sont des préjugés, il suit de cela que le sujet ne peut faire l'expérience de quelque chose sans en avoir nécessairement un jugement à son propos, c'est-à-dire sans avoir de la chose dont il fait l'expérience une certaine idée. En tant que la connaissance n'est possible que par un corps et que celui-ci est l'intermédiaire par lequel l'existence peut se connaître au travers des intuitions que son expérience laisse au sujet, se couper de ces intuitions serait comme se couper du corps. Autrement dit, en tant que l'affection d'une chose laisse au sujet une idée de cette chose, celui-ci ne peut pas faire l'expérience d'une chose sans en avoir nécessairement une idée. Dit encore autrement, il est impossible qu'un sujet fasse l'expérience d'une chose sans en avoir nécessairement une certaine idée. 17. Sentir, c'est juger. Si penser, c'est juger, juger, c'est sentir. Autrement dit, en tant qu'un sujet, lorsqu'il fait l'expérience d'une chose, a nécessairement une certaine idée de ce dont il fait l'expérience, il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de sensibilité pour un sujet indépendamment des idées qu'elle suscite en lui. Autrement dit, cela revient à dire que sentir, c'est juger. 18. L'esprit ne pense premièrement que par des préjugés. En tant que l'expérience sensible d'un sujet lui laisse des intuitions, celles-ci sont l'approche première de l'existence pour un sujet. Voir partie 1, section 7, de l'erreur. En tant que l'intuition est une idée qui n'est pas parfaitement exprimée par un concept, et que l'intuition est ce que le commun entend par préjugé, il s'ensuit que l'exercice des préjugés est nécessaire avant que de les exprimer clairement au travers de concepts. Autrement dit, la connaissance adéquate n'est pas immédiatement donnée, mais s'acquiert par un long exercice de rationalisation, c'est-à-dire qu'il est nécessaire au sujet de rationaliser ses préjugés afin d'en former des concepts plus clairs. Il suit de cela que l'exercice des préjugés est une condition nécessaire à la connaissance. Celui qui s'en prive par zèle méthodique se coupe d'elle immanquablement. Remarque. De tous les préjugés, le plus tenace est certainement celui de pouvoir penser sans préjugés. Comme beaucoup de mots relatifs à la connaissance, celui de préjugé est en horreur aux yeux du commun. Une pensée qui en est dénuée est présentée comme une vertu. Or, nous avons clairement montré qu'une telle pensée était impossible, et si elle est vertueuse, ce n'est rien d'autre qu'un vœu pieux qui revient à se couper les mains par peur de les salir. Les préjugés, c'est-à-dire les intuitions, permettent de donner au sujet l'idée d'une réalité qui, certes, peut s'infirmer, mais qui lui donne au moins la possibilité d'y penser. Sans ces préjugés, l'esprit ne verrait rien, il ne pourrait rien connaître car il ne pourrait construire sur rien et, à chaque phénomène, il se noierait dans un océan infini de possibles d'où il ne parviendrait pas à s'extraire. Il ne saurait ni ne pourrait rien savoir, car il ne pourrait se fixer sur rien pour commencer à développer une pensée cohérente. Ce serait un monde de vagues et de brumes où il serait impossible de discerner ni de percevoir quoi que ce soit. À vouloir détruire tous les préjugés, c'est la possibilité même de la connaissance que l'on finit par détruire. Bien loin d'être mauvais, les préjugés sont donc nécessaires à la pensée, à la vie et à l'action. 19. Tous les sujets ont l'intuition de la même chose. En tant qu'il n'existe ultimement qu'une seule chose dans laquelle se trouve tout ce qui existe, et que tous les objets sont le produit de cette seule et unique chose, ainsi donc, et de la plus stricte des façons, tous les sujets ont l'intuition de la même chose, l'existence. En tant que le sujet est compris dans l'existence, que la vérité est la connaissance de l'existence et que le sujet intuitionne en permanence l'existence, il s'ensuit que le sujet a l'idée vague de la vérité sans pour autant parvenir à l'exprimer clairement. Autrement dit, le sujet fait l'expérience permanente d'une vérité qu'il ne peut comprendre. Tout est déjà là. Ce qu'il entend dans le silence, c'est l'écho de la vérité. Et si le sujet prête l'oreille, c'est elle qui l'entend. Les mots pour la nommer peuvent être différents, mais fondamentalement,
Les sujets ont l'intuition de la même chose. Ils parlent tous de la même chose, l'existence, c'est-à-dire de la vérité. Ils en sont eux-mêmes l'expression, et quand bien même ne diraient-ils jamais rien, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font, toute leur existence ne parle que de ça. Citation. Eût-il gardé le silence que ma vie jusqu'à ce jour aurait parlé de lui? Shusaku Endo, silence. Remarque. De façon beaucoup plus abstraite, et d'une manière qu'il serait difficile de résumer ici, nous pouvons dire que les sujets, peu importe les époques et les conditions, ont l'intuition de la même chose. Cette chose ne se présente pas forcément de la même manière, et les sujets ne l'expriment pas forcément de la même façon, mais, fondamentalement, la chose dont ils font l'expérience reste la même. 20. Il existe des intuitions fondamentales. Le sujet déduit toujours ses idées d'autres idées afin de constituer son savoir. Il s'ensuit donc nécessairement qu'il a besoin d'idées fondamentales qui ne sont le produit d'aucune autre et qui sont pour lui la base indubitable qui constitue son savoir. Sans cette base, rien ne peut être su et la cathédrale du savoir est vouée à ne jamais dépasser les bornes du simple rêve. Toutes les autres idées d'un sujet sont déduites de ces idées fondamentales, et c'est en vertu d'elles que nous disons qu'une proposition est démontrée. En outre, comme ces idées fondamentales sont la base de ce qui constitue le savoir d'un sujet, elles ne peuvent être démontrées au même titre que celles qui en sont déduites. Toute la question de la certitude se réduit donc à cette seule sentence: ai-je une intime conviction? Citation. De même que dans la marche naturelle du corps, l'homme ne peut avancer qu'en posant un pied devant l'autre, de même, dans la marche naturelle de l'esprit, l'homme ne peut avancer qu'en mettant une idée devant l'autre. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'il faut toujours un premier point d'appui à l'esprit comme au corps. Le point d'appui du corps, c'est le sol dont le pied a la sensation. Le point d'appui de l'esprit, c'est le connu, c'est-à-dire une vérité ou un principe dont l'esprit a conscience. Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, partie 1, chapitre 2, 5. De manière plus imagée, il y a, dans le sujet, un rapport si intime à l'existence que le sujet peut en déduire des vérités par simple introspection. Autrement dit, les idées ne sont pas simplement des produits arbitraires qui se renvoient chacune la charge de la preuve et qui ne se maintiennent que par simple cohérence interne, mais elles sont bien fondées sur un rapport si intime à l'existence que certaines d'entre elles sont des fondements solides sur lesquels le sujet peut construire son savoir de manière assurée. C'est ce rapport fondamental à certaines intuitions qui est le ciment du savoir et ce sur quoi il faut se fonder. Si cela n'est pas donné, l'esprit ne peut supposer qu'un ensemble de points qui trouvent tous leur fondement dans celui d'un autre. Or, si aucun des points n'est certain, aucun point ne pourra avoir de sens si ce n'est sous une gigantesque hypothèse. Le savoir peut se fonder sur ces points fondamentaux indubitables, ce sans quoi il ne peut être possible. Plus fondamentalement encore, cela implique qu'un sujet possède des idées fondamentales que la plus puissante science ne saurait lui ôter, qui sont à l'esprit comme des pierres de touche à la connaissance de la réalité et qui le cimentent dans cette réalité, qu'on les lui supprime et il perd pied. Un exemple typique d'intuition fondamentale est ceci: je pense, donc je suis, ou j'existe et j'ai des sens par lesquels je suis affecté. Ces types d'intuitions fondamentales sont indéniables et constituent à l'esprit ses premières certitudes à partir desquelles il peut déduire les autres. Par exemple, aucune connaissance ne pourrait prouver à un sujet qu'il n'existe pas ou que, touchant un cahier de sa main, on puisse lui dire « Il n'est pas vrai que vous touchiez ce cahier de votre main ». Ce sont ces idées sensibles fondamentales qui sont le ciment de l'esprit d'avec le réel. Les retirer, les nier, les supprimer, c'est perdre tout contact avec le réel et sombrer dans le délire. Et quand l'esprit n'a plus ce rapport fondamental qui lui impose des vérités indubitables, n'importe quoi peut être prouvé. En d'autres termes, si les idées sont les produits d'un exercice de discrimination et sont en cela subjectives, l'expérience sensible du sujet donne tout de même des indices qui sont si intimement liés à la condition même de l'existence qu'il est impensable de concevoir qu'il nous trompe. En clair, une intuition fondamentale est ce dont la négation n'est pas possible. Remarque. Ce dernier point est très important. Il mérite que nous nous y arrêtions quelques instants. Nous avons dit précédemment que la vérité ne pouvait pas être connue absolument a priori, comme pour ainsi dire, assis dans son fauteuil. Cela est juste. Mais il est tout aussi juste que l'expérience sensible de l'existence par un sujet lui donne des idées qui, bien qu'encore vagues, demeurent indépassables à l'esprit et qu'il est impossible de nier. À noter que la façon dont le sujet l'exprime peut s'infirmer avec le progrès de la connaissance. Mais il restera que cette vérité qu'il a perçue vaguement par intuition restera vraie. C'est notamment cela qui fait l'empreinte des grands penseurs. Ils ont peut-être eu tort à la fin, mais dans le fond,
Ils ont perçu quelque chose de vrai qui demeure encore et toujours une vérité à laquelle la pensée revient sans cesse. À cela, nous ajouterons ceci. La science a l'habitude de sacrifier l'intuition à l'analyse et à admettre comme vrai ce qui contredit l'intuition, pour la raison qu'elle préfère donner sa confiance à l'analyse d'outils précis qu'à l'intuition de ses sens vagues et trompeurs. Cela est juste, mais nous instituerons une nuance. Il y a des intuitions que la science ne peut pas nier, sans nier d'un même coup sa propre validité. Il existe des intuitions fondamentales que ne saurait nier la plus solide théorie. Si elles sont niées, c'est bien davantage la preuve de la fausseté de la théorie que de celle de l'intuition. Par exemple, si une théorie devait démontrer à un sujet qu'il ne tient pas ce livre qu'il a en main, cette théorie sera fausse. Ces intuitions fondamentales sont donc les pierres de touche qui permettent à la connaissance de rester ancrée dans le réel. Une théorie qui viendrait à les nier quitterait celui-ci immanquablement. Il ne s'agit pas de dire que la science ne fait que prouver les intuitions de nos sensations, car si tel était le cas, la science ne serait que la démonstration de nos propres préjugés, et sa validité serait déterminée par le résultat de ce qui était déjà contenu dans ses prémices. Ce que nous voulons dire est que la sensation nous donne certains indices fondés sur une base d'intuition fondamentale que la plus puissante des théories ne saurait ôter et dont la négation marquerait la fin de l'empirisme réaliste et le début de l'idéalisme transcendantal. C'est-à-dire la fin de la science en tant qu'elle est une idée qui découvre la réalité et le début d'un délire qui entend la vérité comme étant ce qui est le produit de l'idée. De manière plus développée, l'idéalisme transcendantal reconduit la vérité d'un objet dans le champ de l'expérience même en tant qu'il est constitué par la subjectivité. En cela, il détruit la possibilité même de la vérité de l'objet. Il n'existe plus alors que des expériences subjectives dont la science n'est plus qu'une description qui sombre alors dans un délire mystique et dont la vérité est déterminée par le besoin qu'on en a. Il est vrai qu'il existe des intuitions très fortes qui se découvrent fausses. Il y a alors révolution conceptuelle. Mais dans le cadre des intuitions fondamentales, les nier ne serait pas simplement une révolution conceptuelle, ni un changement de paradigme. Ce serait la négation même de tout savoir en tant que ce mot est entendu comme la découverte de ce qui existe, et non simplement ce qui est seulement conforme à une idée que l'on se fait. Dit autrement, et plus simplement, s'il est nécessaire que la science dépasse le cadre des simples intuitions, il y a un certain point qu'elle ne peut pas dépasser sans se détruire elle-même. Il existe des intuitions fondamentales qui sont le ciment de la science avec le réel, et qui sont ce sans quoi cette science ne veut plus rien dire. Le vice principal d'une telle proposition est de se couper entièrement de l'expérience en élaborant des propositions que l'on croit objectives, alors qu'elles ne sont que le reflet de nos propres préjugés. 21. La certitude d'une intuition fondamentale repose sur une raison géométrique. S'il est vrai, en effet, que l'on ne peut pas à proprement parler démontrer ces intuitions fondamentales, la certitude de celles-ci n'est pas pour autant dénuée de raison. La raison de ces intuitions se fonde sur des raisons géométriques. Par raison géométrique, nous voulons dire que la raison de ces intuitions se trouve dans un raisonnement de type géométrique, tel que l'on peut le trouver dans des énoncés comme « si deux droites sont parallèles, si une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle l'est aussi à l'autre ». De même, c'est ce genre de raisonnement géométrique qui permet d'avoir la certitude d'énoncer comme ceci. Aux échecs, un fou noir ne sera jamais sur une case blanche. Pourquoi ? Car le fou ne se déplaçant qu'en diagonale, il ne peut jamais quitter la couleur à laquelle il est assigné. Il ne peut donc qu'aller d'une case de sa couleur à une autre de la même couleur. S'il devait en être autrement, ce serait là une violation des règles tellement outrageuse que la partie serait considérée comme nulle. Au poker, un joueur ne peut pas avoir un full et une couleur en même temps. Pourquoi ? Car le full étant la combinaison de 3 cartes identiques, un brelan, plus celle de 2 autres cartes identiques, une paire, et que, en outre, une couleur est le fait d'avoir 5 cartes de la même famille, et que, par ailleurs, il n'existe pas 2 fois la même carte au sein d'une même famille, nous pouvons avoir la certitude absolue que, au poker, il est impossible d'avoir un full et une paire en même temps pour la même main. Se retrouver dans cette situation serait évidemment un cas de tricherie flagrante. En lançant un dé à 6 faces, il est impossible de faire un score qui se trouve outre l'intervalle de 1 à 6. Pourquoi ? Car un dé à 6 faces n'a que 6 faces, et il n'y a qu'un seul score par face qui va de 1 à 6. Il est donc impossible de faire un score qui se trouve outre cet intervalle. Si, par exemple, en lançant un dé de 6, un joueur devait faire 8, il se trouverait là une violation des lois élémentaires qui aurait raison d'étonner. En résumé, la raison géométrique de tels raisonnements donne la certitude absolue de telles affirmations. Et s'il fallait qu'une quelconque théorie,
armés de tout le cortège militaire de l'objectivité scientifique, viennent nous démontrer la négation de ces affirmations, nous répondrions droitement qu'elle n'a pas compris l'objet sur lequel porte son analyse, qu'elle a sacrifié des vérités élémentaires au profit de subtilités théoriques et que, malgré toute la rigueur, la méthode et l'autorité de ses analyses, nous avons raison contre elle. Remarque. Nous voudrions ici traiter d'un point important. Nous avons vu que la pratique était impossible sans une théorie et que la connaissance ne pouvait se faire sans l'exercice de la pensée. Cela est clair. Maintenant, avant que de chercher, il faut premièrement savoir ce que l'on doit chercher. Autrement, la recherche est comme un programme qui tourne à vide. C'est ce quelque chose que l'on doit chercher qui consiste en ce que nous nommons une hypothèse, c'est-à-dire littéralement ce qui se trouve en dessous de la thèse. C'est ce qui permet par exemple de faire ce que nous faisons à présent. Et bien que nous ignorons le contenu de la vérité, nous cherchons malgré tout à en esquisser les contours. Mais cette idée pose alors une terrible objection. Comment est-il possible de connaître ce que l'on ignore? Et si nous ne le connaissons pas, comment faire pour le reconnaître quand nous l'aurons sous les yeux? Nous ne le connaissons pas, il est vrai, mais il est tout de même possible d'en dessiner les contours par des intuitions nécessaires. C'est précisément par cela que nous opérons depuis le début. Cela veut dire que, si l'on se questionne sur l'existence d'un objet, alors nous réfléchissons à partir de la façon dont nous nous le représentons, de telle manière à déduire de cette réflexion des intuitions fondamentales sur la nature de ce qu'il est. Autrement dit, la réflexion à partir d'intuitions nécessaires fonctionne de cette manière. Si l'objet est ainsi, il est impossible qu'il soit cela, et il est nécessaire qu'il soit ceci. Par exemple, si la vérité est vraie, elle ne peut être fausse. Ou encore, si le bien est bien, il ne peut être mal. Le point faible de cette réflexion est que ces nécessités répondent à des conceptions premières de l'objet, et il est possible que ces conceptions soient fausses. Mais dans le cadre des intuitions fondamentales, il est impossible que ces nécessités soient fausses. Car si elles le devaient, non seulement l'objet qui en serait la négation n'aurait strictement aucun sens, mais cela voudrait dire que le rapport même de l'esprit à l'existence est si vicié qu'il ne serait pas possible de connaître quoi que ce soit. En un mot, malgré la faiblesse d'une telle position, s'il était vrai qu'il existât une sorte de malin génie qui nous tromperait sur des idées aussi fondamentales, alors, qu'on en se rassure, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Fin de la section 3.